Mbaye Hadji Mbaye Rewaye co-anime ici sur les ondes de CKIA l'émission Dignité Noire, un magazine d'affaires publiques qui porte sur les enjeux qui touchent les communautés noires de Québec et d'ailleurs. À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, Mbaye va animer jeudi une discussion qui porte sur la radicalité de la pensée de Martin Luther King. Et je vous lis le descriptif de l'événement. Aujourd'hui canonisé par les dominants blancs qui le traitaient hier de radical, critiqué par les militants noirs qui lui reprochaient et continuent à lui reprocher son manque de radicalisme, la figure de Martin Luther King ne laisse personne indifférente. Dr. King est l'une des figures noires la plus connue au monde. Une telle popularité ne va pas sans récupération. À l'heure où la suprématie blanche revient en force au pouvoir en Europe et dans les Amériques, il est nécessaire d'avoir une lecture juste des idées de King afin de s'en inspirer et de poursuivre sa lutte. Mbaye, bonjour. Bonjour Philippe, ça va bien? Ça va très bien. Tu dénonces une récupération de la pensée de Martin Luther King. Récupération par qui et pourquoi? Ça a été beaucoup aseptisé, hein, le discours, la figure de Martin Luther King aux États-Unis notamment, avec des monuments, des musées. C'est une pratique connue. On a tendance à aseptiser la figure, à la rendre plus accommodante, et on passe sous silence les idées qui avaient dérangé à l'époque et qui pourraient encore continuer à déranger aujourd'hui. De sorte que on récupère parfois le discours, on utilise parfois la figure de Martin Luther King. On écrème le discours? On écrème, finalement, le discours, c'est ça. Ce qui dérange, on garde, on le tait. Et aujourd'hui, on utilise parfois le fameux discours I Have a Dream de Martin Luther King contre les militants antiracistes. Fait que je trouve quand même curieux. Alors, je pense qu'il est important aujourd'hui de remettre de l'avant le vrai discours de Martin Luther King, sa vraie pensée qui, même si elle est contestée par l'aile radicale noire, demeure quelque part radicale. Quand on se replonge dans les discours, moi ça m'a fasciné, quand on lit les discours et les écrits de Martin Luther King, c'est loin de ce qu'on entend parler dans les médias, par exemple. Ce dont on entend parler dans les médias, c'est de sa volonté d'organiser des manifestations qui étaient non-violentes. Ouais. On parle beaucoup de la non-violence comme étant quelque chose au cœur du militantisme de Martin Luther King. Ça, c'est vrai. Martin Luther King était un homme de principe. Et lui, il n'a jamais dérogé jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais dérogé sur la question de la non-violence. Il trouvait que on ne pouvait pas faire advenir une société démocratique et pacifique par des moyens violents. C'est incohérent, lui, moralement. Et stratégiquement, il disait que la violence ne pouvait pas marcher parce qu'il y a 22 millions de Noirs contre 300 millions de Blancs. Il serait écrasé littéralement. Donc, lui, c'est une question vraiment philosophique qui lui tenait à cœur, fondamentalement. Mais là où on a travesti sa pensée, c'est autant à droite qu'à gauche, c'est la question de la réconciliation. On s'est rendu compte que les Blancs américains aimaient beaucoup la notion de réconciliation parce que ça leur coûtait pas grand-chose. Les Noirs trouvaient que Martin Luther King, son intégration se résumait à intégrer les Noirs dans la suprématie blanche. Or, c'est pas ça, l'intégrationnisme de Martin Luther King. Lui, il fallait dépasser l'Amérique actuelle pour créer une société arc-en-ciel qui intégrerait tout le monde. C'était ça, là, dépasser ce que Malcolm X appelait le cauchemar américain, aller au-delà du cauchemar et créer un nouveau rêve. Ce à quoi l'aile radicale noire ne croit pas du tout. Eux, ils pensent que l'Amérique est irréformable, alors que Martin Luther King était réformiste. Il croit qu'on peut réformer les États-Unis. Malcolm X, le Black Power, etc., il pensait que c'est impossible de réformer les États-Unis. Et donc, les Noirs avaient intérêt à créer une société autonome à côté. Et ce qui est curieux, c'est que vers la fin de sa vie, Martin Luther King a rejoint cette idée-là. Il parlait de séparatisme ponctuel suite à l'échec de sa campagne de Chicago sur la question du logement. Il était tellement déçu des progressistes blancs qu'il en est arrivé à conclure que peut-être qu'il faut un séparatisme ponctuel des Noirs avant d'arriver à son rêve. Mais tu as raison, il n'a jamais dérogé un iota sur la question de la non-violence. Et c'est en cela aussi qu'il est radical. Parce que dans la tradition noire, la non-violence n'est pas prisée. On voit, à part lui et Albert Luthuli qui a créé l'ANC en Afrique du Sud, je ne vois pas beaucoup, même Mandela n'est pas non-violent, ce qu'on dit, malgré ce qu'on dit de lui. Je ne vois pas d'autres figures noires connues qui promeuvent la non-violence. Dans la tradition noire, c'est plutôt la tradition de l'autodéfense et de coup par coup. C'est ça la tradition noire depuis
depuis les temps, depuis l'esclavage même ici, etc. Mais alors, Frédéric Douglass jusqu'à aujourd'hui, mettons. Quel est donc ce radicalisme alors dont tu dis qu'il a émergé dans la pensée de Luther King en 65, 3 ans avant sa mort, parce qu'il est mort jeune, assassiné en 68? Moi, la thèse que je veux soutenir, je dis, c'est que je veux opposer le radicalisme utopique de Martin Luther King au radicalisme réaliste de Black Power, de Martin Luther King, etc. Radicalisme utopique, c'est-à-dire qu'il veut radicalement changer les États-Unis. Il parlait de révolution, révolution de l'amour, Martin Luther King. Il parlait de révolution de l'amour. Donc, refonder complètement les États-Unis afin d'intégrer toutes ces composantes, femmes, noirs, autochtones, blancs, etc. C'est ça son utopie, qui ne s'est pas réalisée et qui ne se réalisera pas. Moi, je pense que les États-Unis sont irréformables aussi. C'est un pays fondé littéralement sur le racisme. Si on n'enlève pas le fondement raciste, on ne peut pas le réformer. Et donc, c'est ça, cette radicalité-là. Il veut aller lui, il partage avec le théologien James Cone dit la même chose. Il partage l'objectif final avec Malcolm X, sauf que les moyens sont différents. Donc, radicalement, les deux, ils sont insatisfaits des États-Unis d'hier et d'aujourd'hui, qui est un cauchemar. Je pense que là-dessus, il est d'accord. Fait en finalité, c'était un radicalisme utopique. Et en 65, à partir de 65, on va voir ce radicalisme-là. Il assume ce radicalisme, Martin Luther King. Tu le vois dans ses discours? Ah oui, on le voit clairement. À partir de 1964, suite à l'échec de la campagne de Chicago, je rappelle cette campagne? Voilà, je rappelle que le mouvement des droits civiques est né dans le Sud. Ça visait essentiellement à donner aux Noirs les droits civiques et le droit de vote, ce qu'ils ont obtenu en 64 et en 65. Dont Martin Luther King était originaire. Oui, il était originaire. Il est issu de la bourgeoisie d'Atlanta. Atlanta est réputé pour une bourgeoisie noire très puissante jusqu'à aujourd'hui. Donc là, le mouvement, à partir de 64, le mouvement va s'étendre. Il veut nationaliser le mouvement. Il va l'amener vers le Nord. Le Nord, c'est autre chose. Au Sud, le mouvement était basé sur les pasteurs, il y a la religion. La masse noire était illettrée, ouvrier, etc., qu'on pouvait mobiliser via la religion. Au Nord, c'est autre chose. Les Noirs du Nord sont pas beaucoup dans la religion. Il y a une classe moyenne noire qui est très accoquinée au pouvoir blanc, notamment à Chicago avec le maire Daley. Il avait été très impressionné par le Nord quand il y est allé pour la première fois. Ouais, il a étudié par la façon Nord. dont les Noirs étaient traités là-bas. Oui, parce que les Noirs, ils avaient un peu plus de droits là-bas aux États-Unis. Voilà. Mais le racisme au Nord, le racisme était plus systémique. C'est ancré. C'est pas qu'on lynchait les Noirs au Nord comme au Sud. Physiquement, dans la rue, on les voyait marcher, etc. Mais c'était ce que Black Power appelle le racisme systémique ancré dans les institutions où, par exemple, sur la question du logement, on reléguait les Noirs dans les ghettos. Par exemple, 1 million, à Chicago, il y a 3 millions d'habitants, 1 million de Noirs sont relégués dans les ghettos. Les structures du pouvoir excluent la police, la violence policière, etc. Donc, lui, il était venu dans le Nord pour... il y avait déjà un mouvement noir au Nord là, qui luttait contre la question de logement, l'exploitation des promoteurs immobiliers. Ils exploitaient les Noirs, ils les logeaient dans des maisons, dans des taudis, etc. Fait lui, il était venu pour améliorer la question du logement, favoriser l'accès au logement. Et là, il se heurtait non pas seulement aux Blancs progressistes, mais aux Noirs. La bourgeoisie noire de Chicago était très liée au maire en place. Les progressistes blancs n'en voulaient pas. Les jeunes noirs ne voulaient pas de la non-violence. La non-violence pouvait marcher dans le sud très religieux, etc. Au nord, les jeunes n'en voulaient pas du tout. Il dit, mais il y a un jeune qui lui disait... écoute, il dit, oui, c'est beau pour ton rêve, je mange pas le rêve, je veux un emploi. Fait il s'est heurté à beaucoup de résistance et donc il était réparti très déçu. Cette action-là, c'est cet échec auquel tu fais référence, le mouvement de Chicago. Ça a marqué un tournant là. Il s'est rendu compte que même les progressistes blancs sont pas prêts pour le changement. Et il a dit, curieusement, contrairement à son expérience quand il était étudiant au Nord, il dit, le racisme au Nord est pire qu'au Sud. Que les Blancs sont pas prêts à payer le coût de l'égalité raciale réelle. Il dit les droits civiques et le droit de vote ne leur coûtaient pas grand-chose. On a levé les restrictions pour que les Noirs aient les mêmes accès au droit au vote, etc. Mais au Nord, il touchait aux questions économiques et sociales. Et là, il touchait aux privilèges, la fameuse notion de privilège. Il touchait aux privilèges directs des Blancs. Et là, la résistance ne venait pas seulement de droite, elle venait de la gauche. Et il en est arrivé à dire... La question fondamentale, c'est la question du partage du pouvoir économique et politique. C'est ça l'enjeu même, le cœur de Black Power.
Le Black Power qui a été créé par les étudiants. Donc ce pivot-là est survenu autour de 1964-65. Là, on voit clairement, ces biographes le disent, et même quand on le lit, on le sent. Et d'ailleurs, ces discours, quand on lit ces discours d'avant 65 et d'après 65, c'est clair. D'après 65, l'un de ces fameux discours, c'était sur la guerre du Vietnam. Là, il dénonce, il est rentré dans les États, il dénonce les États-Unis basés sur l'impérialisme, le militarisme, etc. Le discours sur la pauvreté aussi, parce qu'en 68, il a lancé la campagne pour la pauvreté. Ouais. Et donc, on voit que ces discours, à partir de 65, sont de plus en plus radicaux et se rapprochent curieusement de Malcolm X et du Black Power. Quelle place il occupe aujourd'hui, Mbaye, en 2025, Martin Luther King, dans le militantisme noir? Même si, personnellement, je suis plus proche de Malcolm X que de Martin Luther King, mais c'est une source d'inspiration. Je pense que j'invite tous les militants noirs à le lire. L'une des caractéristiques de Martin Luther King que j'aime beaucoup, et il faut rappeler que le mouvement des droits civiques, c'est pas, on présente souvent Martin Luther King, mais ça se résume pas à une figure, hein. C'est des centaines et des centaines de mouvements autonomes qui se sont organisés partout dans le Sud. Et lui, comme porte-parole, il fallait faire la synthèse. Donc c'est un homme de compromis, ce qu'on oublie. Martin Luther King, sur le plan personnel, était un homme de compromis, même avec les étudiants du SNCC, la coordination nationale des étudiants, qui étaient plus radicaux. Il avait une telle bienveillance vis-à-vis de ces étudiants-là qu'il les écoutait parfois. Donc, c'est un homme de compromis, un homme de consensus, et qui lit beaucoup, qui s'inspire beaucoup d'auteurs, philosophes, sociologues, etc. Et donc, qui se remet en cause perpétuellement. Autant il est un homme de principe, autant il est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui tient compte de la réalité et qui remet en cause beaucoup. Donc je pense que les militants aujourd'hui auraient intérêt aussi à s'inspirer de cette figure-là. C'est un homme de principe qui ne déroge jamais, il n'a jamais dérogé à ses principes. L'égalité raciale réelle. Il en est tenu, il fait des compromis pragmatiques. Mais il s'en tenait toujours à ces principes-là. Et je pense que la lecture du mouvement des droits civiques donne des petites stratégies de lutte aussi. Par exemple, lui, s'inspirant des échecs de ses campagnes, il dit, quand vous luttez contre la suprématie blanche ou le racisme, ne parlez pas de 2 ou 3 enjeux. Prenez un enjeu et tapez dessus jusqu'à obtenir satisfaction et passer à un autre enjeu. Fait que, il y avait une leçon de militantisme. Une leçon de militantisme aussi. Franchement, quand on lit Martin Luther King, c'est comme un manuel du militant. Là. Je pense que c'est important à cet égard aussi d'y aller. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut tirer de la très lutte riche, de Martin Luther King. Non, mais c'est une figure immense. Je pense qu'il a dirigé le mouvement social le plus grand d'Amérique du Nord. Toute l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est le mouvement social le plus grand. 10 ans, 13 ans de lutte. C'est quand même épuisant. À la fin, il y a des militants qui n'en pouvaient plus. Ils sont épuisés. Fait que je trouve quand même que... Et il faut le dire aussi... on le présente en héros, mais il a eu une vie personnelle très difficile. 3 dépressions, les manipulations de FBI, des problèmes conjugaux, des dizaines et des dizaines de tentatives de meurtre. Fait qu'il y a un coup. Bien sûr. Il y a un coup aussi à ce... Il avait 38 ans, je pense, quand il a été 39 assassiné. ans, oui. 39 ans. Et ils ont fait Très une jeune. autopsie et le médecin a dit qu'il avait le cœur d'un homme de 62, 63 ans. Mais il voyageait pratiquement, on dit en 1964 où il va effectuer le tournant, il voyageait 9 jours sur 10. Il n'avait pas... il n'était jamais à la maison. Il avait 4 enfants. Il avait 4 enfants avec sa femme. Bon, ces histoires d'infidélité, ça c'est connu. Ça c'est documenté. Et d'ailleurs, je rappelle que Trump veut déclassifier les documents du FBI. Je suis sûr que la droite va se saisir de ces infidélités pour ternir son image. Mais bref. Mais ils doivent l'être en 2027, même sans l'intervention de Trump, normalement. Oui, normalement, on allait déclassifier. Mais je voudrais juste dire, je veux qu'on humanise la figure de Martin Luther King. C'était un homme avec ses imperfections. Il buvait, il fumait, il aimait les femmes, il aimait la fête. On le présente souvent. La canonisation, c'était aussi ça. On le déifiait presque. Je dis non, c'est un humain avec ses erreurs. Il a fait des erreurs pendant la lutte. Il a fait des erreurs dans sa vie aussi personnelle. Fait que c'est aussi une figure d'humilité. Hein. Tu disais quel exemple on peut tirer de lui aujourd'hui. C'est aussi une figure humble. Fait que quand on est militant, peut-être aussi l'humilité, savoir qu'on a ses failles, quoi. À l'aube d'un nouveau mandat de Donald Trump aux États-Unis, est-ce que ses paroles, est-ce que son militantisme à Martin Luther King résonne différemment aujourd'hui dans le cœur des militants? L'un des objectifs aussi, c'est sûr que Yves Carrier m'a proposé la présentation là, au Cap-Mo, mais j'ai accepté en partie aussi parce que il faut se réapproprier, il faut que nous, les militants noirs, ayons un récit sur cette figure-là. Parce que souvent, c'est les médias, les mêmes qui le critiquaient hier. En 1967, un sondage montrait que
88% des Blancs se délaissaient, n'aimaient pas Martin Luther King. Oui, il y en a, non, 98% n'aimaient pas les mariages mixtes, 67% n'aimaient pas la figure de Martin Luther King. On était en 67, là, après l'adoption des droits civiques et du droit de vote. Fait que de son vivant, il a vu les limites et l'échec de sa lutte, là. Moi, quand on lit le dernier discours de Martin Luther King, c'est un homme déçu. Il est mort déçu. C'est vrai, ouais. C'est ça. Mais là, on le présente comme une image joyeuse, mais le gars est mort déçu. C'est ça la réalité, là. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est ça. L'un de mes objectifs, c'est réaffirmer un narratif noir sur Martin Luther King en mettant l'accent sur sa radicalité. Son discours sur le monde, la réforme des États-Unis, comme je dis, je n'y crois pas. Mais il y a des idées sur la tolérance, la non-violence. On peut utiliser la non-violence. Je pense que ça dépend du contexte. Autant le contexte du Nord est différent du Sud, autant, je vous dis, on ne lutte pas contre le racisme de la même manière à Toronto, à Québec, par exemple. Les stratégies varient selon les milieux. On peut s'en inspirer aussi. Puis, l'insistance sur l'égalité raciale réelle. Il a beaucoup insisté dessus, surtout vers la fin de sa vie. L'insistance sur l'égalité raciale réelle. Aujourd'hui encore, on voit que ça soit au niveau des villes ou des municipalités ou des provinces ou du Canada en général, les dirigeants vont mettre l'accent sur l'égalité formelle. Ils n'ont que des mots comme vivre ensemble, diversité et inclusion à la bouche, mais l'égalité réelle, ils n'en parlent pas. L'égalité raciale réelle basée sur le partage du pouvoir économique et politique. Ça, il faut insister dessus. Et ça, je pense que ça, c'est un legs de Martin Luther King, autant de Martin Luther King que de Black Power de Malcolm X. Donc, allons vers une égalité raciale réelle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, d'après moi. Alors, c'est jeudi, après-demain, à 18h30. Ça prend quelle forme, Mbaye? C'est une discussion? Ou moi, j'aime pas beaucoup les présentations. Ouais. Je pense que ça va être une discussion. J'aimerais que ça soit sous forme de discussion. D'ailleurs, je pense que c'est la philosophie aussi des Capmo. Hein. C'est vraiment comme des groupes de discussion. Fait, ça va être vraiment comme un groupe de discussion. J'avoue que c'est ma première présentation sur Martin Luther King. C'est une figure que je voyais un peu de loin. Je m'intéressais à ses idées, mais je voyais un peu de loin. Fait que pour moi, je veux aussi m'enrichir des commentaires que les gens feront. C'est une première présentation. Je vais émettre l'hypothèse du radicalisme utopique versus radicalisme réaliste. Je vais entendre les commentaires des gens, peut-être qu'ils connaissent mieux la figure que moi. Ça me permettra de bonifier cette présentation que j'aimerais faire ailleurs aussi. Là, je pense que c'est intéressant. Ça promet d'être passionnant en tout cas. 18h30, c'est au 435 rue du Roi. Ici dans Saint-Roch, au 2e étage. Il y a un repas avec contribution volontaire qui est offert à compter de 17h. Merci beaucoup, Mbaye. Merci à toi, Philippe. Bye bye. Au revoir. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.